Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, on va parler du stress. Sujet certes à la mode, mais qui n'est à mon avis pas traité de la bonne manière. En effet, le stress des employés, c'est perçu souvent comme un risque individuel. D'ailleurs, on dit « il a fait un burn-out », alors qu'on sait pertinemment que les responsabilités sont croisées. Il y a certes une partie individuelle, mais il y a aussi une partie organisationnelle, une partie de l'équipe, une partie de la direction, une partie de l'encadrement. Bref. Et donc, par extension, le stress des employés, c'est un problème RH. Ce qui est évidemment une mauvaise idée. Parce que les RH n'ont souvent pas le pouvoir nécessaire pour faire changer les choses. Et donc, il faut trouver un moyen d'élever le problème du stress des employés à un niveau directorial. Et donc, je suis tombé sur un article de HBR, donc Harvard Business Review, qui montre les problèmes liés au stress qu'on connaît, mais ça vaut la peine de les rappeler, et puis comment est-ce qu'on peut faire pour mieux gérer le stress en entreprise. Parce que le stress des employés est un risque pour l'entreprise, pas un problème de ressources humaines. Le stress des employés n'est pas un problème des ressources humaines. C'est pas en mettant des billards et puis des canapés qu'on va le résoudre. Donc, comment faire ? Il faut chiffrer, messieurs, dames. Il faut chiffrer parce que le langage des chiffres est le langage qui est compris par les membres de direction, qui ont l'habitude de regarder des chiffres. On regarde des taux d'accident, on regarde des comptes d'exploitation, on fait des budgets. Il faut donc chiffrer. Alors, on va commencer par chiffrer le problème. Alors, l'étude de HBR, 1000 professionnels, alors certes, aux États-Unis, au Royaume-Uni, et dans des secteurs qui s'appellent à forte intensité, montre que le stress élevé génère un coût de plus de 5 millions de dollars par an pour chaque tranche de 1000 employés. Donc si vous êtes 1000 dans votre boîte, ça vous coûte 5 millions. Si vous êtes 200, ça vous coûte 1 million. Alors, ça me paraît un peu beaucoup, mais même si on divise par 2, ça vous coûte quand même 500 000 balles par année, moi ça me paraît beaucoup. Alors, 3 dimensions de ce coût. La maîtrise des coûts, la gestion des risques, la performance durable. Et c'est intéressant, parce que on peut dire que le coût, ce n'est qu'un coût indirect. Un coût en heures perdues, etc. Ben non. Parce que vous avez des assurances indemnités journalières, alors qui dépendent non seulement de la masse salariale, mais aussi du taux de sinistralité. C'est-à-dire que le taux de risque, en fait, que prend l'assurance sur vos assurants. Et ça peut être multiplié par 2, 3 ou 4 ou 5 en fonction de ce qui se passe. Pourquoi ? Vous avez un contrat d'assurance indemnité journalière qui est signé, tous les 3 ans ou tous les 5 ans. Bon, imaginez tous les 5 ans. Vous les signez il y a 2 ans, prochaine échéance, 2028. Et pendant ce temps, votre taux d'absentéisme, il va bouger. Votre nombre de cas aussi. Donc vous n'allez rien voir. Par contre, quand vous allez signer votre nouveau contrat, la prime, elle va changer. Et là, vous aurez la claque. Donc oui, en termes de maîtrise des coûts financiers, alors ça, c'est le super argument pour aller parler, cher RH, à vos collègues des finances, de dire, si on se bouge pas les miches, on va prendre une claque dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Alors, aux États-Unis, le système est différent, puisque en fait, les entreprises américaines assurent en fait elles-mêmes leurs employés. C'est une manière dont leur système fonctionne. Chez nous, c'est pas pareil. Mais nous, c'est effectivement l'AIJ, l'assurance indemnité journalière, qui coûte un certain prix. Et en fait, symboliquement, c'est intéressant de le voir. En Suisse, il y a une institution qui s'appelle la Clinique du Travail, qui a été fondée par un consultant il y a de nombreuses années. Eh bien, cette clinique du travail est aujourd'hui la possession et la propriété d'un revendeur en assurance. Donc, vous voyez qu'il y a un lien clair. D'ailleurs, on avait nous-mêmes, Coapta, été contacté par aussi un revendeur en assurance qui voulait essayer d'aider ses clients à gérer leur taux d'absentéisme et leur
et leurs risques psychosociaux, puisqu'en fait, ça coûtait beaucoup trop cher à l'assurance. Donc, maîtrise des coûts, c'est une dimension importante de cette gestion des risques. Deuxième aspect, un peu plus de 10% des salariés interrogés, alors dans l'étude, reconnaissent avoir commis des erreurs. Alors, sous stress. Alors évidemment, en parenthèse, un employé très stressé a 11 fois plus de chances de poser un risque de non-conformité qu'un employé pas stressé. Donc oui, il y a des erreurs de production qui sont faites parce que les gens sont stressés. Alors, on peut parler en termes de taux de rebut, on peut parler en termes de taux de productivité, mais aussi en termes de sanctions financières, selon l'entreprise dans laquelle vous travaillez, de perte de confiance du client, voire même de réputation. Donc, s'occuper du taux de stress, ça permet de maîtriser les coûts, mais aussi de maîtriser les coûts à venir, et en particulier la gestion des risques. Et enfin, au niveau performance, mais ça on le sait, le stress chronique réduit la productivité, et c'est dramatique. 8 fois plus de congés maladie, et des engagements 4 fois plus que les homologues moins stressés. Ça coûte une blinde. Aux États-Unis, le présentéisme et l'absentéisme liés au stress coûtent environ 12 000 $ par employé par an. Alors on peut se dire que c'est moins en Suisse, qu'on est moins stressé, que c'est moins dur, etc. Ok. Ok. 6 000 francs par année. On peut en faire des choses avec 6 000 francs par collaborateur par année. Hein. Donc, en plus, c'est une perte qui est silencieuse, c'est une perte qui ne se voit pas, hein, puisque le présentéisme, les gens sont là, par contre, ils bossent la moitié de ce qu'ils pourraient bosser. Donc, le stress doit être géré pour des questions de maîtrise des coûts, de gestion des risques et de performance durable. Si ces chiffres vous conviennent pas, ce que je peux comprendre, c'est toujours des études américaines, vous faites quelques recherches, vous allez sur le site du SECO, vous contactez Friendly Workspace de Promotion Santé Suisse, je mets le lien dans les notes du podcast. C'est relativement facile d'obtenir des chiffres et des justifications. Alors une fois qu'on a quantifié le problème, maintenant il faut mesurer, on a dit qu'il fallait quantifier, chiffrer. C'est pas très compliqué. On va mesurer le stress et son impact, comme n'importe quel indicateur financier. On va exiger de l'ajouter au tableau de bord de la direction d'entreprise, et puis on va l'analyser en réunion de direction. Exactement de la même manière qu'on va traiter un taux de rebut, une satisfaction client, ou que sais-je. C'est absolument pareil. C'est un chiffre qui se mesure. Alors comment est-ce qu'on mesure? Première chose, une question tous les 6 mois. Vous pouvez le faire tous les 3 mois. La question, c'est toujours la même. Dans les X derniers mois, donc dans les 6 derniers mois, si on prend cet exemple, à quelle fréquence me suis-je senti stressé au travail? Et les réponses, c'est jamais, rarement, parfois, souvent, tout le temps. 5 réponses. Jamais, rarement, parfois, souvent, tout le temps. 5 réponses. Avec ça, on peut catégoriser le niveau, le type de stress. Bas, moyen, élevé. Bas, c'est jamais et rarement. Moyen, c'est parfois. Élevé, c'est souvent ou tout le temps. Et donc, en fonction du niveau, qui va évidemment varier. On sait que, par exemple, avant la haute saison, dans certaines industries, ou pendant la haute saison, les gens ont tendance à être plus stressés. Et ça va baisser. Moi, je le ferai tous les 3 mois. Mais, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas envie de déranger trop, faites-le tous les 6 mois. Tous les 12 mois, c'est pas assez. C'est clairement ça, c'est pas assez parce que vous allez mesurer le stress tout le temps au même moment, qui sera soit un moment de non-stress, soit de haut stress, soit de stress moyen. Donc vous allez pas avoir la variation temporelle du stress. Donc c'est important de le faire suffisamment souvent. Je dis pas tous les mois, mais tous les 3 mois, ça me semble pas mal. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est pas seulement de demander aux gens s'ils sont stressés, mais c'est de voir qu'est-ce qu'on a comme cause. Et on connaît très bien les causes du stress. Le stress est un risque psychosocial, et comme autres risques psychosociaux, on a par exemple charge de travail, priorisation, non-priorisation plutôt, problème de conflit, etc., etc. Donc vous allez poser 3 autres questions avec cette question. Donc, première question du questionnaire. Dans les 6 derniers mois, à quelle fréquence vous sentez-vous stressé au travail? Deuxième question. Votre charge de travail et vos délais vous semblent-ils gérables? Troisième question. Vous sentez-vous à l'aise pour exprimer vos difficultés ou demander de l'aide? Quatrième question. Vous sentez-vous traité avec respect par les personnes autour de vous, internes comme externes? Et là, vous collez une échelle de Likert standard qui va de 1, oui, à 6, non. Donc, 4 questions. Dans les 6 derniers mois, à quelle fréquence je me sens stressé? Et puis ensuite,
Quelque chose qui évalue si c'est la charge de travail, si c'est le fait que je peux pas demander de l'aide, il y a des conflits, ou si c'est une question de respect dans l'entreprise, pour prévenir tout ce qui est harcèlement, mobbing. Et donc, ces réponses vous permettent de corréler le stress avec des facteurs d'apparition. Donc, de mieux cibler les interventions. Parce que de savoir que les gens sont stressés, c'est bien, mais de savoir pourquoi ils sont stressés, c'est mieux. En fonction de la taille de l'organisation, vous allez également demander dans quelle équipe ou quel département se trouve la personne qui répond au questionnaire. Mais attention, c'est super important de garantir vraiment des standards très élevés en termes de confidentialité. Donc si vous êtes une petite boîte, vous demandez juste le département. Si vous êtes une plus grande boîte, vous pouvez demander équipe et département. Et en fonction de ça, vous allez avoir un tableau de bord stress que vous allez pouvoir résumer dans un indicateur que vous allez pouvoir présenter à la direction, et donc on va pouvoir enfin commencer à traiter le sujet. C'est beaucoup plus simple quand on a un indicateur. 1, de fixer un objectif. 2, de dire qu'on est en dessous de l'objectif, et que donc d'obtenir de l'argent pour avoir des mesures. Tandis que si vous allez vers votre directeur en disant « Écoute, tu sais, on a un problème avec tel, il est stressé », à moins d'avoir un patron hyper humaniste, c'est quand même compliqué d'avoir des fonds pour ça. Donc, il est vital qu'on commence à gérer le stress comme le chiffre d'affaires ou le taux d'accident. Si vous savez pas faire, on peut vous aider. C'est pas très compliqué, ça coûte pas très cher. Et après, vous le faites tout seul. Et ça marche super bien. Et donc, chez RH, vous allez montrer que vous aussi, vous savez gérer les indicateurs et puis gérer des demandes qui peuvent du coup être liées à quelque chose de concret plutôt qu'à ce que les gens appellent malheureusement un ressenti comme étant quelque chose de négatif. Donc, commencer à gérer le stress et le chiffrer, c'est la première étape vers moins de stress dans votre organisation. À la semaine prochaine. Ciao.